Bonsoir à tous, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cet événement, malheureusement encore une fois en ligne avec Lita.co. On aurait souhaité vous recevoir à l'Impact House pour vous voir de visu et vous faire rencontrer les entreprises qui pitcheront avec nous ce soir. Je m'appelle Céline Bouton, je suis la directrice en charge du développement de l'ITA. Et je vais du coup ici faire l'introduction, une brève introduction de qui est l'ITA, très brève parce que vous connaissez déjà très certainement, mais aussi de nos deux invités. Et ensuite, je vous laisserai entre de bonnes mains avec ma collègue Madeleine qui prendra le relais pour vous présenter les entrepreneurs présents ce soir et qui vous guidera tout au long des pitchs. À l'origine de l'ITA, il y avait vraiment un souhait qui était fort, qui était celui de changer la finance. Changer la finance, faire en sorte qu'elle soit plus transparente, moins opaque, bien sûr, et qu'elle puisse contribuer à un monde meilleur. Et ce soir, en fait, je voulais vraiment vous remercier, vous qui êtes présents ce soir, et puis les milliers de personnes qui sont inscrites sur l'ITA, parce que on a vraiment l'impression au quotidien, en tout cas dans l'équipe de l'ITA, que on fait des choses qui ont un impact positif et que votre argent sert véritablement à financer des entreprises qui font véritablement, je peux vous le dire, du bien à la société et à la planète. Et je voulais vous remercier aussi parce que on a célébré il y a peu nos 4 ans. Et en 4 ans, grâce à vous, c'est 7 millions d'euros qui ont été levés pour une cinquantaine d'entreprises. Donc voilà, un tout grand merci à vous. Si on est là aujourd'hui, oui, c'est grâce à vous, et c'est aussi parce que y a ces besoins auxquels il faut répondre. Et on croit sincèrement que cette logique de faire en sorte que tous les citoyens puissent participer, contribuer à rendre la finance et donc le monde plus durable, ça en passe aussi à travers les investissements qu'on fait. Et pour cela, l'ITA s'est doté d'une équipe, je dirais, de warriors, hein, j'ai pas peur de les appeler ainsi, mes chers collègues, qui font en sorte de sélectionner pour vous des entreprises qui ont un impact qui est maximum, les meilleures entreprises possibles, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais sur l'ITA, en fait, on va sélectionner moins de 5% des entreprises que nous rencontrons chaque année. Et il faut savoir qu'on rencontre des centaines d'entreprises par an. Et donc, c'est tout un processus de sélection et aussi de suivi qui se met en place quand on travaille avec nous. L'ITA, c'est bien plus qu'une simple plateforme de crowdfunding, une simple plateforme d'investissement. C'est vraiment des due diligence qui sont menées pendant de longues semaines en lien avec les entreprises qui permettent de creuser différents éléments de l'entreprise, du business, de sa stratégie d'expansion et de l'impact qu'elle veut générer. Donc ça, vous le savez. Et bien sûr, cette due diligence, en fait, vous allez pouvoir la retrouver dans les dossiers d'investissement qui sont mis à disposition et qui sont des résumés de cette due diligence, qui font quand même une bonne vingtaine de pages et qui résument en fait ce que nos analystes sont allés chercher pendant ces semaines d'analyse et de challenge, si je puis dire, des hypothèses qui nous sont apportées par les entreprises qui viennent nous trouver. Et puis, comme vous le verrez aujourd'hui, l'ITA a la capacité de lever des sommes relativement conséquentes pour que ces entreprises se développent. Mais ça ne s'arrête pas là. On fait aussi le suivi de ces entreprises. Et donc, on va mettre en place des reportings qui vont passer maintenant au semestriel. Peut-être certains d'entre vous ont déjà reçu des reportings semestriels de certaines des entreprises suivies. Sinon, ça arrivera bientôt. Mais aussi un suivi quotidien par chat, par mail, par téléphone, avec mes collègues notamment Madeleine et Pauline qui s'occupent de vous. Et puis, la mise en place des assemblées générales, le process de remboursement et de versement des intérêts ou de remboursement des obligations dans lesquelles vous investissez. Et il faut savoir aussi que dans les entreprises qui sont financées en capital, donc sous forme d'actions ou de parts sociales, l'ITA est présent également
au conseil d'administration, ce qui nous permet d'accompagner sur le long terme les entreprises qui ont été sélectionnées. Et puis, si on voit une vision plus loin aussi, de pouvoir préparer les exits des entreprises avec lesquelles on travaille. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle, voilà, qui me rejoint sur scène, qui est la directrice de Crédal, et Pete Colruyt qui va nous rejoindre également. Et ils vont vous parler un petit peu de leur vision de l'impact à eux, communément. Et puis, je pense que aussi c'est quelque chose qui peut être fait sur l'ITA, sur comment diversifier son portefeuille pour diversifier ses risques. C'est un petit peu ça qu'on essaye de faire sur l'ITA. C'est oui, certes, investir pour l'impact, mais investir aussi dans des catégories d'entreprises, de projets avec des risques différents et des rendements soit annoncés, soit souhaités. Donc voilà, je vais appeler à mes côtés Pete Colruyt qui a accepté de témoigner aujourd'hui de son parcours d'impact investor. Donc c'est ce que fait l'ITA de l'impact investing. Bonsoir Pete. Merci Bonsoir. beaucoup d'être avec nous. Merci. Et voilà, donc Pete, je vous présentais en quelques secondes, fondateur de l'Impact House, serial impact investor, si je puis dire, et fervent défenseur des entreprises à impact positif et du secteur de l'impact en Belgique. Et on a souhaité pouvoir vous entendre pendant quelques minutes pour savoir un petit peu quelle est votre vision du marché. Et alors, ceci se fera en néerlandais, puisqu'on a choisi que ce soir, chacun des participants puisse choisir la langue dans laquelle les présentations seront faites. Pete, the floor is yours. Merci. Merci Céline. Goedenavond iedereen. Dus er is mij gevraagd om in het Nederlands iets te vertellen over impact investing. Wat is het? Waarom doen we het? Of waarom doe ik het? En hoe kan dat allemaal gebeuren? Dus inderdaad, impact investing, sociaal ondernemerschap, dat is allemaal iets tussen pure filantropie enerzijds en anderzijds gewoon investeren en gewoon ondernemen. Het is duidelijk dat dat iets in het midden is. Een heel interessant domein waar dat je eigenlijk beide wilt doen, goed doen en goed boeren, doing good en doing well, samen. Impact investing is echt bewust zoeken naar een positieve maatschappelijke impact en tegelijk een positieve financiële return. Dus dat is echt wel een definitie. Dat wil ook zeggen dat sommige dingen niet impact investing zijn. Gewoon het negatief niet investeren met criteria als zijnde niet in kinderarbeid of niet in sigaretten of niet in alcohol. Dat noemen we misschien ESG of ethisch beleggen of zo. Maar impact investeren is echt bewust op zoek gaan naar die combinatie. Het is ook iets anders of breder dan wat dat sociale economie is. Sociale economie kan perfect impact investing zijn, jobs creëren voor mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, maar impact investing kan op heel veel domeinen, op alle domeinen. En dat maakt het zo interessant als we kijken naar bijvoorbeeld de Sustainable Development Goals. Als we weten dat in 2030 die 17 doelstellingen bereikt willen worden, dat is ooit berekend door de OESO, denk ik, over hoeveel geld dat daar wel voor nodig is. Als je alle budgetten van alle ontwikkelingssamenwerking en alle NGO's samentelt, komen we er nog niet. Dus je hebt ook ondernemingen nodig. Ondernemingen die echt proberen om die grote maatschappelijke uitdagingen ook aan te pakken met businessmodellen. Dus voor mij is dat heel duidelijk een zeer interessant domein. En een ander voordeel van impact investing versus bijvoorbeeld filantropie is, ja, het idee is geïnvesteerd en je doet daarmee goed en positieve impact en normaal gezien komt dat geld terug en je kunt het nog eens doen en nog eens doen en nog eens doen. Dus dat is heel het concept van impact investing, proberen beide positieve maatschappelijke impact hebben en positieve financiële return. Waarom doe ik het en hoe kijk ik ernaar? Voor mij is het heel duidelijk dat dat een heel
scala is van allerlei mogelijkheden, zowel qua thema's, maar je kunt dat in België doen, je kunt dat in Afrika of Azië doen, je kunt dat rond alle soorten thema's doen, je kunt dat heel vroeg stadium of veel later stadium doen, je kunt dat echt finance first doen, dat je zegt van het moet minstens marktconforme rendementen halen, of je kunt dat perfect zeggen van nee, we zijn bereid om hoger risico te nemen, of misschien zelfs op korte termijn een lagere return te aanvaarden, om die impact te kunnen maximaliseren. Dus impact investing is wel een heel breed scala, maar het is niet hetzelfde, of het is zeker niet filantropie en het is ook zeker niet business as usual. Waarom ik eigenlijk, of wat ik specifiek zoek, door daar al 12 jaar intussen mee bezig te zijn, ja, dat zijn de 5 I's, en ik noem dat dan de 2 I's van impact investing, maar het moeten ook inspirerende, integrale, innovatieve impact investing zijn. Dus dat zijn die 5 I's. Dus het gaat over investeren, over geld investeren, maar het gaat ook over tijd investeren, energie investeren, mensen investeren. Dus het gaat echt over breed investeren. Impact moet er altijd zijn, die tweede I is over impact. En voor mij is dat een... Ja, anders kijk ik er zelfs niet naar. Dus ook Lita is echt een crowdfunding platform dat alleen geïnteresseerd is in voorstellen die echt met een positieve impact duidelijk zijn. Het derde aspect, het moet integraal zijn. Dat wil zeggen, we proberen op een holistische manier. Het is niet goed om enerzijds jobs te creëren, maar bijvoorbeeld wapens te gaan produceren. Dus het gaat wel degelijk over, je moet alles kijken en zo. Natuurlijk zijn er altijd een beetje negatieve effecten, maar het moet heel duidelijk zijn dat er veel meer positieve effecten zijn door er extra in te investeren dan niet. Dus een integrale kijk, maar ook een geïntegreerde, waar het businessplan en het sociaal impactplan eigenlijk geïntegreerd zijn. Dat wil zeggen dat er geen trade-off is. Het is niet met je rechterhand nemen en geld verdienen en dan met je linkerhand een ander probleem oplossen. Nee, het gaat echt over in de kern van wat dat je doet, zie dat je daar een positieve bijdrage hebt. En als je dat doet, dan is het echt gewoon ondernemen, zoals gewoon ondernemen die de omzet wil verhogen, omdat je dan ook de impact verhoogt en ook de financiële return verhoogt. Dus dat is die integrale impact investing. Het moet voor mij ook innovatief zijn. Dat wil zeggen, ik zoek echt naar de nieuwe dingen. Er zijn heel veel dingen die al 100 keer bewezen zijn. Daar zijn genoeg andere impact investeren en ook pensioenfondsen meer en meer gelukkig en banken meer en meer gelukkig. Dus al de dingen die allemaal al goed werken, zoals hernieuwbare energie of investeren in sociale huisvesting. Het laatste puntje van die I, het moet inspirerend zijn. Voor mij is het heel belangrijk dat het niet alleen puur boekhoudkundig allemaal klopt en dat daar wel een positieve impact is, maar als het zo saai is als iets, dan bereik ik het doel niet om mensen ook te inspireren. En waarom Lita dan zo interessant is? Ja, Lita is juist als crowdfunding-platform een manier om het te gaan democratiseren, want veel van die eerste pionierende impactfondsen, zoals ons eigen fonds van SI2 Fund en SI3 Fund, ja, die drempel is wel heel hoog. Dat is alleen eigenlijk voor high net worth individuals, voor mensen die een groot bedrag kunnen opzij zetten, waardoor de FSMA ook aanvaardt dat die mensen een bepaald risico nemen. Maar het is heel belangrijk om het te gaan democratiseren en dat we eigenlijk zoeken naar verschillende soorten risk-return profiels en dat iedereen dat kan vanaf €100 ook kan impact investeren. Dus het bekendmaken, dat inspirerende, dat is ook een zeer grote kracht van Lita. En crowdfunding in het algemeen is bijzonder interessant, omdat het, zeker als het gaat over B2C, businessmodellen, heel lokale dingen, is het meer dan alleen geld ophalen. Het gaat ook over ambassadeurs, mensen die er enthousiast van worden, die er fier op zijn dat ze erin geïnvesteerd hebben. En al die dingen samen zitten eigenlijk in de voorstellen van Lita. Voilà, dat was mijn introductie. Ik geef het woord terug aan Céline of aan Isabelle rechtstreeks. Dank u, Piet. Merci beaucoup pour ce message et ces mots touchants et encourageants pour le travail qui est organisé par les équipes ici. Oui, c'est important sur l'ITA de pouvoir répondre à ces enjeux de société, ces enjeux environnementaux. Et c'est pour ça qu'on essaye de vous apporter aussi une belle diversité dans les entreprises qui sont présentées en ligne et qui sont analysées chaque mois et validées par notre comité d'investissement.
Et c'est important aussi pour nous de pouvoir donner la possibilité aux citoyens d'investir. Et vous le savez, sur l'ITA, vous pouvez investir à partir de petites sommes. Je pense qu'ici, vous pouvez investir à partir de 200 euros, si je ne me trompe pas, dans les campagnes qui sont en cours actuellement, parfois 100 euros. Donc c'est accessible à toutes les bourses. On vous invite bien sûr, si vous le souhaitez, à investir plus que ça. Isabelle, j'ai le plaisir aussi de connaître Isabelle Philippe, qui est la directrice de Crédal et qui est, avec Pete et moi d'ailleurs, une des administratrices de Solifine, un réseau dédié à la finance éthique en Belgique, dans laquelle on va retrouver des fonds d'investissement, des banques coopératives, des plateformes de crowdfunding et divers acteurs du secteur financier. Isabelle, je trouvais que c'était intéressant d'avoir votre avis sur le secteur de la finance à impact et un petit peu l'évolution qu'a pris Crédal et que vous voyez aujourd'hui sur le marché. On entend beaucoup parler de produits verts, de banques avec des fonds éthiques, etc. Qu'est-ce qu'il en est véritablement et quelle est votre vision avec Crédal et avec le fonds Change que vous avez lancé? Merci Céline. Vous m'entendez bien? On peut y aller. Oui, alors je vais essayer de répondre un peu à cette question et peut-être aussi donner un peu mon avis sur la manière dont le secteur évolue. Mais en fait, voilà, déjà, je voulais dire que votre épargne et vos placements ont de l'impact, et c'est évidemment pour ça que vous êtes ici ce soir, c'est que vous en avez pris conscience. Et l'argent a un énorme pouvoir. Quand on le confie à sa banque, en réalité, en fait, on confie ce pouvoir à la banque avec une impossibilité d'avoir de l'influence sur la manière dont elle va l'utiliser. Et donc, force est de constater qu'en plus, elle ne l'utilise pas à des fins qui sont conformes à nos valeurs, à nous ici qui sommes ici autour de la table, et en fait, sans doute à une bonne partie de la population qui n'en est pas consciente. Et donc, finalement, quelle est la partie qui va dans l'économie réelle et qu'est-ce qui va réellement apporter une plus-value sociétale, en fait? C'est difficile de le dire parce que l'argent, c'est un sujet complexe, assez tabou, en fait, et finalement, le secteur financier traditionnel brouille les messages. Et en plus, fait des campagnes de greenwashing, enfin voilà, communique beaucoup sur ces fonds verts, mais en fait, qu'en est-il derrière finalement? C'est un peu compliqué. Et donc, c'est en fait encore un sujet sur lequel on se penche peu, et pourtant, ça a un impact énorme, parce qu'on ne sait pas qu'on trie nos déchets, on éteint les lampes quand on sort d'une pièce, mais en fait, la banque, l'argent est une des premières sources de pollution. D'ailleurs, dans le top des pollueurs, on retrouve souvent des entreprises qui polluent, on retrouve les banques en fait via les investissements qu'elles font dans des sociétés qui ont un impact négatif sur l'environnement et sur les humains. Et donc finalement parce qu'elles sont motivées par la recherche de profit à court terme. Et ça va rarement, en fait, c'est rarement compatible en fait avec l'investissement dans des entreprises sociales et durables qui par définition en fait investissent sur le long terme. Et sans doute avec moins de dividendes ou de rendement financier, mais en tout cas avec un rendement social et des externalités positives qui sont plus importantes. Et donc, finalement, je vais peut-être juste parler un tout petit peu de Crédal. Les fondateurs de Crédal, c'était à 37 ans que Crédal a été créé. Déjà, dans le début des années 80, ils avaient pris conscience de ça et ils avaient réalisé qu'en investissant leur épargne dans des comptes épargne dans des banques belges, ces banques belges finançaient des sociétés qui soutenaient le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Et donc, ils manifestaient dans les rues, il y avait des ONG, il y avait des citoyens qui manifestaient dans les rues de Bruxelles contre l'apartheid. Et en fait, indirectement, ils soutenaient l'apartheid par simplement le biais de leur épargne, qui ne dormait pas en fait sur un compte épargne, mais qui était plutôt prêté par le jeu des circuits financiers, qui se retrouvaient à soutenir des sociétés qui soutenaient le régime d'apartheid. Voilà, donc finalement, la vision des fondateurs, c'est de se dire, on va retirer notre argent des banques et on va l'investir au sein d'une coopérative. Et avec cet argent, on va soutenir en fait une société plus inclusive, plus durable, en prêtant de l'argent au secteur associatif, aux entreprises sociales et durables, et quelques années plus tard, à des personnes exclues bancaires via les microcrédits. Et donc, finalement, au fur et à mesure des années, là je vous parle des années 80, c'est vrai qu'on était précurseurs, Crédal, mais en fait, depuis lors, il y en a eu beaucoup, parce que pour répondre aux défis sociaux et climatiques, il y a eu énormément d'acteurs qui se sont mobilisés et finalement, les formules se sont diversifiées. Et l'ITA, qui propose aux particuliers, Céline le disait, d'investir à partir de 100 € dans le capital d'entreprise sociale et durable, a complètement innové en fait, en démocratisant
la finance à impact, donc l'investissement en capital dans des entreprises sociales et durables. C'est vraiment une formule innovante, attractive, et la plateforme en fait que vous connaissez est vraiment très très bien faite. Et en fait, ce qui est assez innovant aussi, c'est que ça crée un lien direct entre l'investisseur et l'entreprise. Et donc, c'est pour ça aussi que ça rencontre beaucoup de succès. Hein. Céline citait des chiffres au départ. Et donc, ce que l'ITA propose, c'est vraiment de dédier, pour l'investisseur, de dédier son placement à une entreprise en particulier. Donc, c'est vrai qu'il y a un risque plus direct et plus ciblé, mais en même temps, du coup, ça crée un lien privilégié avec l'entreprise. Et alors, grâce au suivi professionnel de l'ITA, mais finalement, ça permet aussi de mitiger ce risque. On parlait de 5% des projets qui se retrouvent sur la plateforme. Et donc, finalement, pour l'entrepreneur aussi, c'est directement un renfort de fonds propres, mais en plus une communauté qui bâtit autour de son projet et qui lui assure finalement du chiffre d'affaires aussi dans le futur, puisque quand on est actionnaire d'une société, on en parle autour de soi, et finalement, ça fait déjà un potentiel client pour l'entrepreneur qui est passé par la plateforme, qui est vraiment intéressant. Et donc, voilà, l'ITA, en fait, ou Credal, par ses produits aussi qui sont plutôt des financements. Chez Credal, l'investisseur investit en mutualisant son risque, c'est-à-dire que nous, on fait plutôt un pot commun et on l'attribue à des projets en crédit, alors que l'ITA, elle, donc, vise à mettre en contact direct l'actionnaire avec l'entreprise sociale. C'est vrai que Credal a aussi créé un fonds d'impact qui permet, tout en mutualisant toujours les fonds de ces coopérateurs, d'investir en capital aussi dans des entreprises sociales et durables, mais du coup pour des montants plus conséquents, puisqu'on mutualise les fonds de nos investisseurs. Donc finalement, ce sont des formules que l'ITA et Credal ont créées, mais il y a beaucoup d'autres acteurs en fait il y a le fonds de Pitt évidemment, et puis beaucoup d'autres aussi qui se sont associés au sein du réseau Solifin parce que finalement ça bouillonne. Et c'est parfois compliqué, tant pour les investisseurs que pour les entrepreneurs d'ailleurs, de trouver la formule qui leur conviendra le mieux. Et c'est vrai que dans le chef des entrepreneurs, c'est presque un métier en fait d'aller chercher, de lever des fonds. C'est quand même, c'est pas facile. Tout le monde n'a pas la capacité, le temps de le faire. Et donc finalement, on s'est tous regroupés au sein du réseau Solifin, ce qui va permettre de rendre accessible aux entrepreneurs l'offre de financement pour financer leur entreprise, quel que soit le stade de développement et quels sont les besoins qu'ils ont. Alors, pour conclure, j'avais envie de dire que vous, investisseurs, et nous, acteurs financiers alternatifs, qui nous engageons pour la transition, on doit peut-être travailler sur 3 leviers. On doit innover, continuer d'innover, proposer des formules de soutien innovantes pour les entreprises sociales et durables qui soient adaptées à leurs besoins et surtout qui les suivent dans le temps. Donc, ce n'est pas l'idée de se dire « Ok, on vous suit maintenant, puis dès que ça ne va pas bien, on vous lâche ». C'est vraiment en fait un partenariat dans le long terme qui doit être proposé et de créer cette communauté aussi autour de l'entrepreneur, entre investisseurs et entrepreneurs. Donc, l'innovation est vraiment importante. Deuxième levier, c'est de saisir les opportunités. Et donc, les entrepreneurs sociaux l'ont bien compris parce que dans toute crise, il y a une opportunité. Il faut pouvoir les saisir, que ce soit en termes de nouveaux produits, de services, de nouveaux marchés, mais aussi de financement. Et en fait, le cadre légal bouge aussi, donc du côté des pouvoirs publics, que ce soit au niveau belge, en termes fiscaux, en termes d'introduire des clauses sociales dans les marchés publics, par exemple, mais aussi au niveau de l'Europe, et là, ça a un poids évidemment plus conséquent, c'est que l'Europe est en train de bouger, en fait, de suivre finalement ce que veulent les investisseurs à impact et les acteurs financiers alternatifs. Et donc, elle s'intéresse de près en fait, à la mise en place elle crée des soutiens, des mécanismes de soutien, que ce soit en financement ou en garantie, pour les entreprises sociales. Et donc là, c'est aussi des opportunités qu'il faut saisir. Et puis aussi, troisième levier, c'est de collaborer, parce que finalement, la finance solidaire, c'est une goutte d'eau dans l'océan de la finance, comme d'ailleurs les entreprises durables sont quand même sociales et durables, sont souvent aussi de petite taille encore. Et donc finalement, s'unir entre investisseurs qui veulent donner du sens à leur épargne, les acteurs financiers alternatifs et les entrepreneurs sociaux, eh bien, s'unir tous ensemble, ça va nous permettre de bâtir une société qui respecte les hommes et qui respecte la planète. Et donc, voilà, j'ai envie d'ajouter un dernier levier, ça fait 4, c'est qu'il faut avoir de l'ambition. Et ça, l'ambition, je pense qu'on va le voir quand on va voir nos 4 entrepreneurs tout à l'heure, il n'en manque pas. Et on doit tous avoir de l'ambition parce que voilà, la planète nous attend et la société, une société plus inclusive et plus solidaire nous attend. Donc, ensemble, si on s'unit, on va pouvoir réaliser nos projets. Merci, bonne soirée.
Merci beaucoup Isabelle, c'était un très beau message et j'imagine qu'il est partagé par beaucoup de monde. Et c'est vrai que au cœur de nos actions, il y a ces entreprises qui réalisent un challenge fou, qui se disent voilà, moi je vois un problème dans notre société, j'ai ça qui fonctionne pas d'un point de vue environnemental et du coup je vais créer une activité autour de cet enjeu, de ce défi qui se pose à nous. Ils sont de plus en plus nombreux, donc je pense que voilà, comme c'était discuté ici, c'est vrai que voilà, il faut se renouveler aussi, les entrepreneurs se renouvellent. Euh, et puis moi, je suis effectivement très heureuse d'accueillir tous les jours des dizaines de nouveaux investisseurs en plus sur la plateforme Lita. Ça veut dire que vraiment, il y a, je dirais, une foule de personnes qui souhaitent le développement de ces entreprises et puis voir dans le monde le changement qu'elles espèrent avoir sur la planète et en être acteur. Voilà, c'est devenir investisseur, c'est aussi d'une certaine manière être acteur de son monde, de sa société. Et voilà, on vous encourage fortement à le devenir si ce n'est pas déjà le cas. Merci beaucoup Isabelle, à bientôt. Bientôt. Je vais être rejointe ici par ma collègue Madeleine, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent. Madeleine est en charge des relations investisseurs ici chez Lita. Et c'est elle qui va vous guider tout le long de cette soirée et vous présenter les pitchs à venir. Madeleine, à toi. Merci Céline. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tu m'entends bien? Ok. Bonsoir à tous. Effectivement, comme le disait Céline, certains me connaissent, d'autres pas encore. Merci pour les réponses qu'on m'entend bien. Welkom iedereen. Dus ik ben Madeleine. Ik ben hier verantwoordelijk voor de investeerders en voor het beheer van de fundraising campagnes. Een aantal personen onder jullie hebben mij al aan de lijn gehad of online gezien. Voor anderen is het hier een nieuw gelaat. Welkom iedereen, een aangename kennismaking. Je vais rapidement passer ici en revue certaines choses avant de rentrer évidemment dans le vif du sujet, continuer avec les pitchs, mais cette fois-ci des entrepreneurs qui sont d'ailleurs dans la salle d'attente et qui trépignent de vous présenter leur projet ou leur bébé qui est en levée de fonds sur Lita. Un premier petit point que je voulais vous partager, c'est que cet événement se fait dans la langue de chacun. Donc les entrepreneurs prendront la parole dans la langue de leur choix. Vous prenez également la parole pour vos questions en français, en néerlandais ou en anglais, c'est comme vous voulez. On y répondra dans la langue de l'entrepreneur et on traduira ou on répétera si nécessaire. Dus zoals ik juist zei, iedereen spreekt hier zijn taal. Ondernemers zullen dus het woord nemen, ofwel in het Engels, ofwel in het Frans, of misschien ook in het Nederlands. Als u vragen heeft, stel ze gerust in het Nederlands of in het Frans of in het Engels. Wij zullen ofwel vertalen ofwel herhalen. Geen problemen hiervoor. Hoe werkt Livestorm? Zoals u het hier beneden ziet, dus rechts of links, afhangend van uw scherm, zijn er 3 tabbladen. 1 chat, waar iedereen nu aan het spreken is. Als er vragen zijn, stel ze alsjeblieft in het vragen of questions tab. En er zullen ook een aantal polls aangeduid worden in uw scherm tijdens de pitchen. Mag ik u vragen, als u een vraag stelt tijdens een presentatie, schrijf eerst de titel, dus bijvoorbeeld Hearth Project of Human, dubbelpunt uw vraag, zodat we altijd goed weten voor welke onderneming welke vraag is. Comme je viens de le dire, par rapport au fonctionnement de la plateforme pour les nouveaux ici entre nous, vous verrez donc à gauche ou à droite de votre écran en bas, en fonction de votre ordinateur, qu'il y a un onglet chat. Vous êtes tous en train de parler actuellement. Il est là pour discuter si vous avez quelque chose à dire. Si vous avez une question par rapport au pitch qui est en cours, posez-le dans questions, s'il vous plaît, pas dans chat. Si je peux simplement vous demander de d'abord mettre le nom du projet, donc par exemple Human ou Migrine, double point, votre question.
Comme ça, on sait exactement à quel projet ça se réfère. Et alors, vous verrez qu'il y a un petit onglet Polls ou sondage. On affichera donc des sondages en plein milieu de vos écrans. Si vous souhaitez y répondre, vous y répondez. Sinon, il n'y a pas de souci. Enfin, comment est-ce que ça va se dérouler? Les entrepreneurs ont à chaque fois 7 minutes de pitch. Il y a un petit timer qui va fonctionner. Et ensuite de ça, je réapparaîtrai, je prendrai les questions. Donc, posez des questions si vous en avez. Vous pouvez voter pour des questions si vous les trouvez intéressantes. Donc voilà. Hoe gaat het nu verlopen? De ondernemers gaan dus pitchen. Ze hebben telkens 7 minuten pitch. Er is een timer. Als u vragen hebt, stel ze dus in Questions tab. U kunt ook stemmen voor een vraag dat u interessant of pertinent vindt. En ik zal ze dus op het einde van de pitch nemen. We nemen dus 3 à 5, 6 minuten voor de vragen. Ik ga dus nu het woord laten aan Adeline van Herf Project, die me dus hier on the floor gaat joinen. Muriel, laat gerust Adeline on stage. Donc, ça va être le tour de Adeline qui va me rejoindre. Bonsoir, Adeline. On ne t'entend pas, tu dois... Bonsoir, c'est bon. Voilà, tu dois rallumer. On va allumer le timer. Je prends encore 30 secondes, Adeline. Donc, simplement pour rappel, Herf Project, qui est le premier projet à pitcher ce soir, est donc une ASBL qui lutte contre le gaspillage alimentaire et en même temps la précarité alimentaire. Adeline va vous raconter tout ça. Je te laisse la parole. Yes, hi everyone. Very happy to be here today and pitching to such a great audience. And I will explain you why at Hearst we help fight food waste, but also social exclusion together by cooking affordable meals made out of food surplus. Hearth is actually the contraction of heart and earth because we believe it can go all together. And as you can see from the slide, we are being supported and sponsored already by a few key actors of Brussels, and very happy to do so. What we did is we started from a very simple problem you might know about, is that 1/3 of the food produced globally is never eaten. And it's not only because of the close to deadline food, but also all the big B2B types of food. Sometimes there are errors on forecasts or so that make it being thrown away. What we wanted to make sure, though, is that it also answers another issue, which is that 1 billion people are going hungry every day. And with the COVID, it has only increased. So the food precarity is increasing, and even in Belgium, where we are today. The problem is that also it's being thrown away at huge cost. So there is, of course, the resource cost of using water and so to produce food that is being thrown away, the environmental cost, which we all have, but also the social cost is enormous because, of course, if you don't sell part of the food and throw it away, the rest of the food costs and prices are increasing, making sure that a few people cannot have access to that food. So the solution we bring at Hearst is actually that we collect mass food surplus from B2B retailers in our refrigerated trucks. And then we have a team of professional chefs that create every day new recipes depending on the unsold food collected, and really transforming it into social meals that then we deliver to NGOs and social organizations, the Red Cross, Lilo, Resto du Cœur, which then distribute it to their crowd of people in need. And we do that and we recuperate then the packaging and the contents, and we do that for partnerships and long-term partnerships of 1 year, 2 years, etc. What is interesting, especially, and I'm trying to move to the next slide, about that business model is we answer really an issue, I would say, which is the local NGOs are very fragmented, right? So they cannot really source food in a very scalable way, and that makes sense for their own financials. So we provide really that creativity, logistics, and scale that make it a success for those organizations that are able to buy it at an affordable price, around 3.5, 4.5 euros, but also making sure it's high nutritious meals. We have two sources of revenue, actually. So these are the lower margin made affordable social needs, as I mentioned, to cover our costs, but also a high margin gastronomic events and a restaurant, which make sure that actually we are not only raising awareness about the food waste, but also the social precarity, but also part of this high margin is reinvested into our action, making sure that we have a durable and sustainable business model, also financially, and to make sure we are not so much depending on subsidies and public funds.
So just in terms of numbers, to have an idea, in 2020, actually, we fed more than 50,000 people and saved more than 130 tons of food. So that gives you an idea of the scale we have. And our purpose is really that we develop a sustainable business model that enables over time to reduce the cost even more and the prices for the NGOs, and to enable more free of charge events across the year. So that will come by, of course, the organization again of like gastronomic events, and so that help fuel that model over the next course of months and years. And you will see that in our business model and investment file. Of course, going out of COVID will help on the organization of those events. So in terms of the managing team, so I'm Adeline Barras. I'm a co-founder with my husband, Elliot van de Velde. He's a chef. The creative side, I'm more the entrepreneurial, let's say, commercial side. I've been working 10 years in FMCG companies, and he's been working 10 years as an entrepreneur and catering in Brussels. So we are really one team here, and you will see later that we have a few people also working with us. I will move to a bit our differentiation. Sorry for moving to the next slide. What makes our strengths is really that we have experimented chefs, so people that really are able to work with new types of food every day and the food surplus. We have a strong network of volunteers. We worked with more than 300 people last year. Why? Because people find purpose in working with us, because it has an actual social purpose, but also because they learn a lot of things. They learn how to cook, that's one thing, but they also learn things about like food waste, about precarity, and so. So we're benefiting a lot from that crowd, and also the logistics we have, so the big production space and so help us manage large quantities of food. With the profit we generate, actually, we also support, on top of our long-term partnerships, some ad hoc initiatives, so helping Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, also, for example, the Secours Populaire, on free delivery of food for ad hoc events. So we really have that social purpose on top of everything we do. Our vision, we started with food waste event, explaining food waste in a gastronomic way in 2019, a big social impact, and developing the social distribution in 2021. This year and next year we're going to open, our gastronomic restaurant made out of food surplus, which will help to fuel again our free of charge distribution of meals to the NGOs. And we have a vision of becoming a school also for the chefs by 2023, how you treat food waste and how can you transform it, and also why not get a green star at the Michelin to show that sustainable can be irresistible. What do we need to get there? It's to fund actually our new place. So we need a new production space that will be stabilized, but also our new gastronomic restaurant. We have identified the place in the right center of Brussels. Super happy for that. And we need about 154,000 euros between like cash flow funds to recruit people, and also funds to widen and stabilize our activities and infrastructures. We're already on there, almost. On the crowdlending, progress quite well. Funds for Good is going to help us as well. And we just had the latest news that we get 104,000 euros from B-Circular subsidies. So we are on track for that. And just to close on the business model, you will see that actually on the financial plan, we have about 80% average margin and a positive cash flow as of the second year. Our profit is balanced because we are an ASBL, of course, and we make sure that we reinvest everything in our activities. So join our team. We're offering obligations at an interest rate of 4.5% if you want to join us. And here are our 3 key values. So be brave and follow your heart. Merci Adeline. Alors je vais voir un petit peu si ici il y a des questions en particulier. Donc comme Adeline le disait, nous sommes ici sur une campagne en obligation qui se déroule donc sur 3 ans à 4,5% par an. Je vais simplement reprendre les raisons pour investir que l'ITA a identifiées. C'est toujours intéressant à entendre. On en identifie toujours 4 par projet. Je les répéterai pour chacun des projets. Donc pour l'ITA, une raison ici qui est très intéressante, c'est qu'on est sur un impact social et environnemental fort avec les bénéfices des activités lucratives qui sont utilisées pour conduire des événements caritatifs à titre gratuit.
On est sur un concept unique et sans concurrence sur le marché pour ce qui concerne les dîners gastronomiques zéro déchet. On a une offre qui est portée par des chefs renommés, passionnés et avides de transmettre leur savoir-faire. Et on a ici une organisation, une logistique et une chaîne de valeur amplement maîtrisée. Voilà. Alors, je vais voir si certaines choses sont apparues ici. Nous avons Thierry Fontaine qui, je vais traduire la question en français, Aline, si ça te va, qui pose la question simplement, je pense une question qui nous préoccupe tous d'ailleurs, si vous avez été impacté par le Covid et qu'est-ce que vous prévoyez éventuellement, sachant qu'on ne sait jamais prédire le futur forcément, mais qu'est-ce que vous prévoyez pour l'année prochaine et comment est-ce que vous planifiez même de répondre à cela, vu comment on est parti? Très bon point. Le Covid a été pivot, donc je réponds en français, ce sera plus simple. Le Covid a vraiment été un pivot pour nous. Quand la SBL a été fondée, nous organisions des événements gastronomiques où nous invitions des chefs étoilés à cuisiner des invendus alimentaires. Donc c'était vraiment des événements, vous pouviez réserver votre dîner gastronomique. Et puis tous les fonds revenaient au tout départ à d'autres organisations comme Médecins sans frontières. Et en fait, c'est au moment du Covid qu'on a pivoté et qu'on a commencé à produire vraiment pour le social. Et donc, en fait, le Covid nous a aidé à démarrer notre activité, à tester notre business model du côté social. Ça nous permet d'avoir beaucoup de mains en cuisine, beaucoup de forces bénévoles et beaucoup de chefs, en fait, qui ne travaillent pas à ce moment-là. Et donc, ça a été vraiment un pic. Et vous verrez dans le dossier d'investissement qu'on a fait énormément de repas sociaux à ce moment-là parce que les événements ne pouvaient pas se passer et parce qu'on avait la main-d'œuvre et les subsides pour les organisations que nous servions de précarité alimentaire étaient aussi là. Au cours de l'été, on a retesté notre business model un peu plus gastro. Donc sur la partie, on a lancé un restaurant en fait pop-up à partir d'un vendu alimentaire, sur la sensibilisation, qui a très bien marché. Et donc nous savons que nous pouvons jouer sur les deux modèles. Et ce que nous faisons après, c'est que nous essayons d'être agiles en fait sur le business model. Et puis aussi en termes de force de travail, pour pouvoir nous adapter à l'une situation ou l'autre en fait. Donc Covid, beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de chefs disponibles, beaucoup d'invendus alimentaires, beaucoup de demandes aussi sociales. Pas de Covid, plus d'événements, plus de sensibilisation en fait, et on continue à faire de toute façon des activités, même à titre gratuit pour des associations. Merci Adeline. Je vois qu'on a plusieurs questions qui rentrent ici. Je vais prendre celle d'Ariane ici en premier. Tu annonces une marge brute de l'ordre de 80%. Les investisseurs seraient intéressés de connaître un petit peu plus votre pricing model. Et j'y ajouterai également vis-à-vis du restaurant, comment est-ce que ça se met en place? Merci. Tout à fait. Donc, les invendus alimentaires que nous récupérons se font totalement à titre gratuit. On peut même envisager, en fait, sur 2 à 3 ans qui viennent, au vu des changements de législation et si les déchets commencent à être taxés, ce qui est déjà le cas en France, même demander à être payés, en fait, pour la récupération de ces invendus. Donc, ça, c'est un fait. Et puis ensuite, on a vraiment une économie d'échelle qui se fait au niveau des repas. Donc, on prend que des partenariats qui sont aussi sur un certain nombre de repas. Pour vous donner un ordre d'idée, nous sommes entre 5 000 et 12 000 repas sociaux par mois. Et pour le restaurant, on tourne sur 3 jours semaine à 50 places. Voilà. Au niveau donc, de la marge brute, si vous voulez, on a du coup peu de coûts en fait, qui sont variables. Donc de coûts d'invendus, etc. Et puis, on va réinvestir plutôt dans la force de travail, donc vraiment dans le côté ressources humaines, etc., qui pourra après être alloué soit à l'impact complètement social et la production sociale, soit à l'impact plutôt haute marge. Donc, on a vraiment des cuisiniers qui sont assez flexibles en termes de... Ils sont capables de faire de la gastronomie, ils sont capables de travailler avec des invendus alimentaires. Et au niveau du restaurant, comme le restaurant est dans la SBL et les revenus du restaurant vont dans la SBL, il sert directement à un but social. Et donc, le restaurant se source aussi en termes de produits d'invendus alimentaires. Il y a aussi beaucoup de partenariats, etc., ce qui permet de garder aussi une marge intéressante et de proposer toujours ces repas sociaux à bas coût, voire même à titre gratuit, selon les demandes qu'on reçoit. Super, merci Adeline.
Ik hoop dat alles duidelijk was, ook in het Nederlands. Als er nog vragen zijn, laat het gerust weten in de vragentabblad. We zullen daarop antwoorden. Aline, je vois qu'il reste encore une question ou deux dans le chat. Si je peux te demander de le parcourir ici quand tu sors de scène pour y répondre et que tout le monde ait réponse à sa question. Merci. Merci et bonne soirée. Merci. Alors, je vais tout de suite enchaîner avec notre deuxième intervenant, qui n'est pas Adeline, mais qui est The Mobility Factory. Hello, Lucas. Welcome. Hello, everybody. Alors, avant de laisser la parole à Lucas, The Mobility Factory est une coopérative qui travaille en fait pour les coopératives et elle met à disposition une plateforme et une application qui permet de mettre en forme le partage de voitures électriques. Lucas va vous expliquer tout ça en anglais. La TMF est une société coopérative européenne et donc un staff européen. Lucas est d'ailleurs suisse. Lucas, the floor is yours. Timer is about to go on. When listening. Thank you very much, Madeleine. Thank you very much to everybody and to Lita to invite us here to present. We are very happy to be at this stage. So let's not lose more time. As Madeleine already told you, we are a SCE, Società Cooperativa Europea, and we are really a European enterprise, and you will see it now. How do I move this? So what problem do we tackle? We have heard it already. Several speakers has named it. We have the climate crisis is here. Everybody sees it. It's not just a theory. Now it's really a reality. And everybody just has to do something what in his hands about. And we as cooperatives doing mobility, we concentrate on mobility. And it's important. It has a big leverage because more than 20% of the greenhouse gas emissions are in mobility. So there we can do a lot of things. How will this be solved? The experts are quite sure about this. The mobility of the future will be connected, autonomous, shared, and last but not least, electric. We really have to do this transition to electric mobility. And it's important, it's not only electric, which will reduce a huge amount of CO2 emissions, but it's also shared. So it's not only about replacing our own privately owned cars by electric privately owned cars. We have to change our model. We have to change the way we organize our own mobility. And we think it will change our lives and our cities for the better. We do not have that much time. We have to go fast. The electric transition has to happen. And of course, this is also, everybody knows that, associated to the renewable energy production. Only if you use electric cars with renewable energy, it's a step forward. If not, the benefits are not that big. And when we talk about shared, we think of large IT platforms who offer shared mobility all over the world. We are not going this direction. We are the contra project to this. And we go with the model of energy communities, which have a large success all over Europe. And the a key actor in this field is RESCOP EU, which is the federation of energy cooperatives all over Europe. And it's really a huge and powerful and fantastic organization. They represent more than 2,000 energy cooperatives all over Europe. And these energy cooperatives are formed by about 1.25 million citizens. So from the beginning, for us, it was clear, if you want to do something community-based solution, not just a mobility as a service platform, we want to follow this model, get connected with the energy cooperatives, and do it with RESCOP together. And from the beginning, we have been supported by RESCOP, and they're also a founding member of the Mobility Factory. And their key mission is to support all these local cooperatives. So, and one of the support is what TMF is offering. It's really a professional solution
for local communities so they can improve their mobility and start using electric shared vehicles and modify their mobility. We have developed over the last 4 years a complete IT platform. And I would say it's one of the first IT platforms which is really cooperatively owned, governed by its members, by the users. And also this changed the whole approach, the problematicity we have with data, we have with the business knowledge, which is inside, somehow built in this platform, is really owned by the local communities. And it's not just an external actor. We provide a complete system, which it's about an application for Android and Play Store. It's a community app, how to improve communities, how to organize themselves, and also it's a management to handle all the operation. And really the aim, what we want to do, is to bring it to all this, make it available for all of these ResCop.eu members. And for that we need some help, and that's why we are here today. Just some examples what we have already achieved. It works. We are in the communities in Europe. For example, an example from Belgium, Kopstrom. They are active in investments and setting up renewable energy production, but they also introduced 25 electric cars, and they manage and use them with our platform. Also, the example of Somobilitat, that's where I come from, shared electric car sharing cooperative in Catalonia with more than 2,500 members. Not all are users, but many are members. And we really operate also in the small towns in Catalonia. We operate in Barcelona, as you see here, but also in the small towns where normal operators do not go. That's only possible because we have a strong relationship with the local community. In Germany also we're present. So really we are in 5 countries, and I'm sorry, the time, what is it? Yeah. In more than 15 members in 6 countries, and we are growing. And I have to go, it's going fast. So we have this democratic ownership of our platform. We are a team, we are managing all the operational things together. And what we need to support now is we don't want to just grow organically. We want to do this step to make it available for more communities all over Europe. So we want to move from the 15 communities to 70, and each of them communities will grow also. So the impact will be multiplied. We were really like the catalyst. You find everything on the very well explained LITA page. We have the tax shelter, and you can get this 45% tax benefit. We are asking for shares, so you become co-investor of the platform. And this is the most important. We want to play the music, but the Mobility Factory is just the violin. The real music is played in the local communities. So all of them use the same tool, configured to their needs, and all of them are artists. And so I want to give a great thank you also to all these local initiatives who are doing great work in all the local places. Thank you, Lucas, for your well-made presentation. I'm going to shortly explain the campaign in French and Dutch. I'm not going to do it in English, so don't worry. Je vais simplement reprendre en anglais et en français et en néerlandais, pardon. Donc, pour rappel, The Mobility Factory, c'est une campagne en part sociale puisque c'est une coopérative qui offre le tax shelter et la part est à 1.000 €. Dus het is een investering in aandelen, coöperatieve aandelen. 1 aandeel is hier 1.000 € waard. Ik ga nu direct overgaan tot de vragen. Lucas, I had a first question from Lutz, who's curious to know in which cities you are currently operating in Belgium. So it's important to note that we are not directly operating. We just give the tool, the platform, to our member organizations,
And in Belgium, actually, we have 3 members. This is Partago, who is based in Ghent, Kopstrom, who is based in Brugge, and Couronder, who is based in Luttenbach, in the German part of Belgium. So all of these companies do operate around their local cities, but they are completely autonomous. So they also decide to go to other towns or operate, do operation together, to share their cars between their members. And so that's where we are, and we are waiting for more communities, more local cooperatives to join as well. Thank you. So Luttenbach is near Verviers or Eupen, for people less familiar with the precise map of Belgium. I think you didn't have quite some time to present us your financial model. If you could shortly present it to us, how does the financial model of TMF work? So when it comes to how we were set up, we are all our investments up to now have been done by our members. So there was about 90,000 euros in share, which have been obtained, and with that we constructed really this enterprise. And to our members, they also become members, so they have to buy 4 shares at 4,000 euros. Afterwards, they have a setup fee. So we set up the platform for them, own apps and a payment system and everything configured to their needs. So this costs about 1,000 to 4,000 euros, according to what extent they will use the platform. And afterwards, it's just a monthly fee per car, which is exactly the same one for everybody. It's completely transparent, and it includes everything. So it's the server maintenance, the app maintenance, the development, taking part in the roadmap decisions. It also includes the hardware they have to build in. So it's in the cars to make them connected to the system. So it's a complete solution. And this business model is very simple. So as more cars we have connected to the platform, as more revenues we have. And as it is with IT platforms, they need a lot of investment to start, but once they're running, they can generate a lot of revenues. So the idea is to generate revenues, to invest this in the platform, and also in the future to lower the fees for our cooperative users. But just to make this step, which normal IT platforms have large investors behind, we are asking for this support to be able to scale up, to grow fast. Okay, thank you. I have one extra question, and then it will be time to get to the next pitch. I have Roald, who is asking who are your competitors, private or public sector? That's the first question already. And I wanted to add, how do you differentiate yourself, well, TMF, from public or private competitors in the same market? The situation is very different from country to country. In Belgium, for example, I know you have, for example, Cambio, big car sharing operators. In Barcelona, we don't have any large car sharing operators, so it's completely different. And each member cooperative needs to have its own strategy how to best work in these circumstances. But we see that there is a growing concern for data ownership when we talk about large IT platforms. And it's this ability to really connect with the local needs of a local community, which we see that the user-owned, locally based organization can handle much better than just one scheme-fits-all approach of large companies. And we have also seen during the COVID time that our organizations, they might be small still, but they are very resilient because they're supported by their members, by their users, they are owned by them, and they care about them. So it's also very personally a very nice experience to work in this environment, and they can become big. So we have the example, for example, in Switzerland, we have Mobility, which is also a cooperative, and they are the one and big player in Switzerland, and it works very well. So we see that applying this cooperative principle to
IT platforms and to local and shared sustainable mobility. That's we take this very old principle and apply it to this kind of business. We see Okay. the benefits. Thank you, Lucas. I will just ask you to, when you're getting off stage, to have a look at the questions that are remaining in the chat, in the question tab, because there's still one or two that are open. Thank you very much for your time and have a good evening. Thank you, Madeleine. Bye. Alors, il est l'heure de passer à nos troisième pitchers, pardon, qui sont déjà là d'ailleurs, Christelle et Quentin. Bonsoir. On t'entend, Christelle. Tu pourrais parler un tout petit peu plus fort, si possible. Vous me voyez convenablement. Écoute, un petit peu dans le décor, mais l'important, c'est qu'on vous entende et on voit bien que c'est vous. Alors, donc, sans plus attendre, Human face à nous. Human, qui est donc un magasin dédié à l'expérience circulaire et locale dans le centre de Bruxelles actuellement, en plein développement. C'est une campagne en action et je laisse Christelle et Quentin vous en parler maintenant pendant quelques minutes. C'est à vous. Bonsoir à tous. Donc, nous sommes en effet Christelle et Quentin, deux anciens collègues qui ont de nos vies professionnelles. Christelle ? Oui. Je t'interromps, on t'entend très mal. Est-ce que tu peux parler plus près de ton micro? Oui. Vous m'entendez mieux? C'est pas idéal. Ce qu'on va peut-être faire, c'est de vous switcher avec Migrine pour que tu puisses prendre quelques minutes pour voir si tu peux améliorer ton micro. Ok, Est-ce que d'accord. ça te va? Parce qu'on t'entend comme si tu étais dans l'eau. Ouais. Ça te va? Oui, oui. Je fais passer Migrine. Voilà, Oui. à tout de suite. Voilà, désolé pour ce contretemps. On va repasser à Human dans un instant, le temps qu'il règle ce souci plutôt technique. On va donc prendre l'entreprise d'après qui va devenir celle de maintenant. Bonjour Benjamin, ton micro est coupé pour l'instant. Alors Benjamin est donc membre de l'équipe de Migrine. Migrine qui est une campagne en obligation dans le secteur des énergies renouvelables et je vais sans plus attendre lui laisser la parole pour qu'il vous en parle pendant quelques minutes. Tout à fait. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, très bien. Donc voilà, je m'appelle Benjamin et je vais vous présenter notre entreprise, donc Migrine. On va commencer par vous présenter, je ne vais pas commencer par vous présenter donc l'entreprise, son business model, le marché dans lequel elle opère, ainsi que ses opportunités, et finalement donc la croissance attendue par l'entreprise et notre besoin en financement. Donc l'entreprise a été créée en 2019 afin de se lancer sur le marché des centrales photovoltaïques. En 2020, une société sœur de Migrine dédiée au tiers investissement en région bruxelloise a été créée. Et en 2021, donc Migrine se diversifie et propose donc en plus des installations de panneaux solaires, des batteries de stockage, des bornes de recharge pour véhicules électriques, ainsi que des connecteurs intelligents donc permettant une optimisation de la gestion de l'énergie dans les foyers. Donc la mission de Migrine, c'est vraiment viser à réduire la dépendance de nos clients aux sources d'énergie non durables, donc à savoir fossiles et nucléaires, afin de diminuer leurs émissions de carbone via des solutions énergétiques vertes et rentables, donc sur les plans économiques et écologiques. Donc notre vision, c'est vraiment donner la possibilité à tout à chacun de créer son propre écosystème énergétique durable via des solutions accessibles et sur mesure. Donc en fait, notre slogan image cela assez bien, Smart Energy, Green Living. Donc l'équipe de Migrine est formée d'ingénieurs, de project managers, de techniciens et de moi-même pour la partie management. Donc au niveau du management, nous essayons vraiment de mettre en place un management inclusif via une écoute attentive des propositions de chacun des collaborateurs. Nous poussons à la prise d'initiative et nous sommes en train de développer un système de stock option, de warrant, afin de permettre en fait à chacun des collaborateurs de détenir à moyen terme des parts dans l'entreprise. Donc ici, vous pouvez voir sur la photo
quelques-unes de nos réalisations, donc sur des supermarchés tels que Proxy Deleuze, Freshmed, l'Hôtel Mercure, des bornes de recharge et des batteries de stockage. Donc en fait, le business model de Migreen est basé sur plusieurs piliers. Le premier pilier, c'est qu'on propose vraiment un écosystème complet. Donc à la fois des centrales solaires, des batteries de stockage, des connecteurs intelligents et des bornes de recharge, comme je l'ai dit, afin de pouvoir répondre à un problème qui est global avec des solutions complémentaires. Ensuite, donc notre deuxième pilier, c'est un service client irréprochable. Donc en fait, jusqu'à il y a peu, on n'avait aucune source de marketing en place dans l'entreprise. Donc nos prospects entraient uniquement grâce à nos clients. Donc on prend vraiment grand soin de nos clients afin de leur garantir une satisfaction ultime et qu'ils deviennent en fait eux-mêmes à la suite nos meilleurs ambassadeurs. Le troisième pilier, c'est l'optimisation des opérations. Donc, en fait, on a digitalisé l'entreprise donc avec un outil qui est très connu qui s'appelle Odoo. Et donc, on essaye d'intégrer le rôle de distributeur au sein de l'entreprise. Et donc, en fait, l'idée est d'intégrer donc le rôle de distributeur, afin de réduire nos coûts d'installation et de distribution. Enfin, le dernier pilier sont les partenariats stratégiques. Et donc, on a développé de nombreux partenariats pour soutenir notre croissance. Et donc, ça passe par exemple par des ASBL, tels que l'ASBL Lacré, qui soutient le développement des énergies renouvelables en région bruxelloise dans toutes les écoles. Broptimize, qui est un négociant en énergie, ou alors, par exemple, certaines franchises Renault pour les bornes de recharge pour voitures électriques. Donc, le marché du photovoltaïque est toujours en pleine croissance, et cela depuis de nombreuses années. Donc, on voit qu'il accroît en Belgique de 50% entre 2018 et 2019, et de 82% entre 2019 et 2020. Donc, la taille du marché est estimée à 1 milliard d'euros par an. En ce qui concerne le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques, en fait, il faut savoir que le parc automobile belge est composé par 57% de véhicules de société. Il y a une fiscalité incitative qui a été mise en place afin de diminuer de manière drastique la déductibilité des voitures à combustion. Et donc, seuls les véhicules électriques seront déductibles à 100% en 2026. Il y a également une déductibilité fiscale des bornes de recharge à 200% jusqu'en décembre 2022 et à 100% jusqu'en 2029. Donc, on estime le nombre de bornes privées à installer d'ici 2025 à 150 000 unités. Donc, le marché est grand. Donc, voilà, je vais vous présenter quelques chiffres sur le côté financier de Migreen. Donc, la société a été lancée en 2019. En 2020, nous avons donc atteint un chiffre d'affaires de 1,2 million d'euros. Nous estimons notre chiffre d'affaires à 1,8 million pour la fin de l'année 2021, avec un résultat net de 136 000 euros. Et donc, une croissance assez soutenue, 2,2 millions en 2022, et pour atteindre 3,3 millions de chiffre d'affaires en 2025. Donc, j'ai ici le détail de notre compte de résultat. Donc, comme je vous le disais, on a eu un résultat la première année d'exploitation de 207 000 euros, donc ce qui représente un résultat d'exploitation de 11,5%, et un résultat net de 136 000 euros. Donc, nous avons un besoin en financement de 320 000 euros sur la plateforme Lita. Donc, il faut savoir que nous étions à 308 000 euros ce matin. Donc, la campagne s'est très bien passée, mais plus vite que prévu. Donc, si vous souhaitez investir, je vous suggère d'être assez réactif, car la campagne sera bloquée à 320 000. Et donc, celle-ci aura pour but de financer, d'une part, un stock, parce que voilà, l'entreprise est rentable, mais au niveau des liquidités, les 140 000 nous permettront d'augmenter notre stock. Elles nous permettront également d'agrandir notre équipe, donc afin d'engager 2 employés et 2 véhicules. Elle nous permettra donc de mettre en place Odoo, donc d'optimiser Odoo. Donc Odoo est déjà en place dans notre entreprise, mais l'idée est de l'optimiser pour le service de distribution,
ainsi que d'avoir des liquidités. Donc voilà, je vois que le temps a expiré. Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Je suis là, Benjamin. Merci pour ta présentation super claire et parfaitement dans les temps. C'est plus vite que prévu. Non, mais c'est parfait, c'est très, très bien. Écoute, déjà, c'était très clair. Tu réponds à énormément de questions dans ta présentation. Donc ça, déjà, c'est parfait. Donc, pour rappel, Migreen est donc une campagne en obligation avec une part, si je ne dis pas de bêtises, à 250 €. Comme le disait Benjamin, la campagne est déjà à 306 000 avec un maximum de 320. Donc, si jamais cette obligation de 7,5% vous intéresse, ne tardez effectivement pas. Moi, j'avais 2 petites questions, qui me restaient en fait et que j'avais envie de te poser. Tout d'abord, le marché des installations de panneaux photovoltaïques et autres systèmes en énergie renouvelable, croît d'acteurs, fort différents, privés et cetera. Qu'est-ce qui vous différencie, Migreen, d'autres acteurs, d'autres entreprises qui ont un business model similaire? Oui. Alors, c'est vrai que le marché du PV est grand. Il y a différents types d'installateurs. Il y a des installateurs, en fait, qui sont des électriciens seuls qui placent des panneaux. Il y a des très gros acteurs qui sont des machines de production. Donc, en fait, nous, on se situe un peu entre les deux. On a essayé de vraiment mettre en place la relation client, le suivi client que pourrait avoir un petit électricien, tout en ayant un service optimisé au niveau logistique d'une grosse entreprise. Et donc, en fait, on arrive à être concurrentiel sur les prix avec des très grands acteurs, tout en fait, en ayant donc un volume de production qui est, j'imagine, moindre qu'eux, mais en assurant un service, le service du petit électricien qui est vraiment opti soin avec ses clients. Et donc voilà, c'est en fait un mix entre la qualité du service, des produits et la compétitivité des prix. Super, merci. Je vais enchaîner la question que Yes se pose actuellement dans le chat. Rejoignez ma deuxième question par rapport au taux de 7,5%. Déjà, j'aurais été intéressée de savoir comment est-ce que ce taux a été arrêté. Et Yes, du coup, ajoute à ceci, pourquoi est-ce qu'un financement bancaire n'est peut-être pas envisagé actuellement? Oui, voilà, il faut savoir que l'entreprise est jeune, l'entreprise a un seul bilan. Et donc, pour financer du stock, les banques, les banques ne financent pas spécialement ce type d'investissement. Et donc, on s'est opté de manière assez logique vers des obligations, tout simplement. C'est vraiment en fait dû au fait que l'entreprise soit jeune et un seul bilan comptable, qu'on s'est dirigé vers un financement participatif. OK, et alors on a, une dernière question en anglais. Plutôt que de te la lire, en fait, je vais te proposer de peut-être la lire toi dans l'onglet, questions. Mark de Bakker heeft ons juist een laatste vraag gesteld in het Engels, maar ik zal Benjamin het lezen en laten ook antwoorden misschien je sais pas si tu peux répondre en anglais ou si tu préfères répondre en français, c'est comme tu veux. Peu importe, je cherche juste la question, elle est tout en haut. Oui. Growth PV was more than 15, and what do you expect in 2023? It does not reflect the financial numbers. It's not, according to me, it's not because the growth is more than 50% in 2019 and 80% this year that we would be, or we will be able to reflect this growth in terms of figures and chiffre d'affaires, turnovers, because we need the capabilities, we need the people to follow this growth, and yes, in terms of logistic, it would be too optimistic to increase the growth more than what we did
we stayed cautious and we a bit conservative in our figures. Oké, merci Benjamin. Hartelijk bedankt ook voor alle vragen die binnenkwamen. On va d'emblée passer du coup au dernier pitch. Merci Benjamin. N'hésite pas à passer dans le chat pour voir s'il y aura des questions pour lesquelles tu voudrais répondre encore plus longuement. Donc voilà. Alors, sans plus tarder, je reprends Christelle et Quentin. On va faire au mieux, évidemment. Je laisse les investisseurs éventuellement nous indiquer si le son est vraiment compliqué. N'hésitez pas à nous le dire. On fera évidemment au mieux. Le timer va se mettre en route, comme vous le voyez. Christelle et Quentin, je vous laisse la parole et votre micro est coupé actuellement. Non, là, on ne t'entend pas encore, donc tu dois activer le micro. Là, on ne vous entend pas. Bon, on va repasser. Non, là, on vous entend. Tu m'entends ou pas? Oui, là, je t'entends. Ok. Vas-y. Alors, on y va. Aïe, aïe, aïe. Attends. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Disons que c'est un petit peu compliqué. C'est mieux comme ça ou pas? Mais en fait, on t'entend. Je pense. Désolée pour. Oui, voilà. Comme le dit Roald, même le son est circulaire. On va se marquer au truc. Il faut en fait que vous coupiez le son sur l'ordi d'à côté, sinon ça va constamment se Mais oui, mais renvoyer. c'est coupé. Il ne sait pas être plus coupé que ça. Là, en tout cas, c'est bon. Ok, alors on y va. Allons-y. Bonjour à tous. Donc, nous sommes Quentin et Christelle, les cofondateurs de Human. Nous sommes d'anciens collègues qui, à un moment de nos vies professionnelles, avons vraiment voulu nous investir dans un projet qui rencontrait deux de nos souhaits les plus profonds, c'est-à-dire répondre à nos valeurs et avoir un impact positif sur la société. Et donc, le constat qu'on a fait au départ, c'est est-il possible de faire son shopping? En fait, Quentin, pardon. En fait, Christelle, je suis désolée d'interrompre, hein, mais Christelle, ça va, je pense qu'elle est plus loin de l'ordi, mais quand toi tu parles, ça se reflète. Et moi, je vois que les deux micros sont activés ici. Attends. Quand Christelle parle, ça ne se réfléchit pas, probablement parce qu'elle est plus loin. Maintenant, ça devrait aller. Ok, vas-y. C'est bon comme ça? Bon, désolé. Pour l'instant, ça va. Donc, le constat qu'on a fait au départ, c'est avez-vous déjà essayé de faire votre shopping circulaire en moins de 2 heures dans une ville comme Bruxelles? Ça paraît anodin comme ça, mais l'offre, elle existe, mais elle est fortement morcelée. Et donc, si on veut faire son shopping durable, il faut multiplier les déplacements. Et en fait, ce que nous avons voulu faire avec Human et la vision que nous avons pour Human, c'est de faciliter un mode de vie qui soit circulaire et solidaire pour le plus grand nombre de personnes possible. Alors, un mode de vie, donc ça ne veut pas uniquement dire vendre des produits. Nous prenons énormément d'initiatives qui vont dans le sens d'expériences pour nos clients, comme par exemple des trocs et d'autres événements. Et un mode de vie solidaire parce que nous voulons le faire en solidarité avec tous les partenaires avec lesquels nous travaillons, mais également avec la société avec laquelle on travaille. On vous en parlera plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on fait finalement, hein? Donc, on a un lieu aujourd'hui qui est chez Charleroi, grand magasin, qui fédère et qui rassemble une large offre de produits durables et circulaires. Qu'est-ce qu'on a réalisé sous les 3 dernières années? On a conçu un écosystème de plus de 100 participants, de partenaires, chez qui on achète des produits et ou qui sont en dépôt-vente. On a une équipe de 6 collègues qui sont présents chez Human. On a déjà réalisé plus de 30 000 achats, plus de 100 000 personnes qui ont été sensibilisées à notre concept.
En 2020, on a réalisé un chiffre d'affaires de quasiment 900 000 euros. Et cerise sur le gâteau, pour une entreprise start-up dans le retail en temps de Covid, on a pu poster un léger bénéfice, ce dont on est très fiers. Alors, lorsque nous avons développé Human, nous avions vraiment pour objectif de développer 3 aspects. Christelle, ton micro s'est coupé visiblement, parce que là, on ne t'entend plus. Je ne sais pas si vous avez appuyé sur quelque chose, mais malheureusement, le son s'est coupé. Est-ce que tu peux parler éventuellement pour qu'on vérifie? Vas-y. Ah, voilà, Tu c'est bon. m'entends? Oui, c'est bon, vas-y. OK. Lorsque nous avons développé Human, nous avons vraiment voulu travailler sur 3 axes, le social, l'environnemental et l'économique. Et donc, nous avons, au niveau social, nous nous sommes fixés différents objectifs, la création d'emplois, le soutien des entrepreneurs locaux, ainsi que la connexion avec le monde de l'enseignement, à travers des stages et différentes initiatives avec les étudiants. Et donc, l'année passée, par exemple, il y a plus de 100 personnes, entrepreneurs, étudiants et engagés chez Human qui ont été impactés positivement par notre action. Comme l'a dit Christelle, on veut avoir un impact social, mais aussi environnemental. Et donc, on a développé toute une série de critères d'impact pour lesquels on a retenu en fait notre chaîne de valeur avec l'extraction de la matière première, le transport et la distribution, la consommation de ces matières et la revalorisation. Et donc, pour chacune, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune des étapes, mais le but, c'est vraiment de fixer des objectifs pour chacune de ces étapes à un point de départ qui était 2020 et de voir où on se situe dans les années futures. Économiquement parlant, donc l'année passée, comme l'a dit Quentin, nous avons fini l'année avec un EBITDA positif et un petit bénéfice. Et dans les années à venir, ce que nous prévoyons, c'est une croissance de notre chiffre d'affaires avec chaque année un EBITDA positif qui grandit. Il y a un résultat qui progresse également positivement. Et cette croissance, de quoi va-t-elle venir? Elle va venir de l'ouverture de nouveaux magasins, d'une part, du développement de notre e-shop, puisque nous avons un e-shop depuis l'année 2020 et qu'il est en train de progressivement prendre de l'ampleur et nous permettre de toucher de nouveaux publics, ainsi que de la mise en place d'un CRM et d'un programme destiné à notre communauté. Alors, aujourd'hui, on a eu une première étape qui a commencé en 2018 avec le test du concept. On a fait un premier pop-up, puis on a ouvert le premier magasin. C'était la phase de lancement. Nous sommes aujourd'hui dans une phase de consolidation où nous avons notre premier magasin, on va en ouvrir d'autres. On a la volonté d'aller vers plus de web to store et de renforcer nos processus. Et on voudrait, dans un troisième temps, entrer dans une phase de développement avec l'expansion en Belgique et l'ouverture vers de nouveaux entrepreneurs locaux. Et donc, nous nous sommes fixés vraiment pour les 3 prochaines années 4 grands objectifs. Le premier qui est de développer un réseau de magasins. Le deuxième, c'est cette approche web to store. La scalability de notre organisation et le programme de fidélité. Et nos besoins de financement pour ces différents aspects sont pour la plupart, enfin le montant est surtout localisé sur le réseau de magasins, mais pour les autres projets, nous avons également quelques enveloppes de budget et nos besoins totaux, nous les avons estimés aux environs de 665 000 euros, que nous comptons financer de 3 façons, notamment par le crowdfunding, nous avons répondu à un appel à projet bicirculaire et par du financement bancaire. Voilà, on vous remercie de votre attention. Et désolé pour les problèmes techniques.
Merci Christelle et Quentin. Merci d'avoir tenu bon jusqu'au bout et merci aux personnes présentes dans l'audience qui ont tenu bon malgré les affres de la communication à distance parfois. C'était très clair tous les moments où on vous entendait, donc merci pour ceci. Dus ter herinnering, Human is momenteel in fundraising. Het is een kapitaalcampagne, dus aandelen ter waarde van €200, als ik correct ben, met taxshelter natuurlijk. De campagne loopt op zijn einde. We zijn nu aan 280.000 ongeveer die al opgehaald zijn. Dus indien u interesse heeft, laat zeker niet wachten. Donc, comme je disais, c'est une campagne en capital qui est bien partie et d'ailleurs quasiment sur la fin. Nous sommes actuellement à 280 ou 282 000 déjà récoltés. Ce sont des actions à valeur de 200 €, le ticket d'investissement minimum, sur lesquels vous pouvez bénéficier du tax shelter, évidemment. Alors, en termes de questions, moi j'avais une première question pour vous, Christelle et Quentin. Vous prenez entre autres la circularité. J'aurais été intéressée de savoir comment les entrepreneurs qui sont, enfin, les produits surtout qui sont en magasin et sur le webshop sont sélectionnés. Je pense que vous avez une charte qui est appliquée. Ça aurait peut-être été intéressant d'en connaître rapidement un peu plus, si vous pouviez y répondre. Eh bien, on a défini une charte qui reprend comme critères des critères de circularité, des critères de distance par rapport entre le lieu de production et le lieu de vente et des critères sociaux. Et chaque fois que nous accueillons un nouvel entrepreneur, nous scorons quelque part l'entrepreneur et les produits qu'il a développés pour voir dans quelle mesure il répond à cette charte. Et donc, notre premier critère, c'est la circularité. Notre deuxième critère, c'est le social. Merci, c'est très clair. Alors, je vois je pensais qu'il y a une question ici qui était apparue. Et alors, j'avais une deuxième petite question liée plutôt à votre développement. Vous parlez effectivement d'ouvrir des nouveaux magasins. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur selon quels critères vous souhaitez ouvrir à tel ou tel endroit? Est-ce que vous avez déjà des projections, des prévisions sur où vous ouvririez et quelles sont les possibilités? Alors, le but, c'est, dans un premier temps, de se développer sur Bruxelles. On pense qu'il y a de la place pour 3 ou 4 magasins sur Bruxelles. On voudrait avoir des localisations qui sont complémentaires à celles qu'on a pour le moment. Donc, c'est plutôt, je veux dire, l'est de Bruxelles avec Woluwe. On va viser plus des quartiers comme Schaerbeek et Ver. On voudrait éventuellement être aussi de l'autre côté de Bruxelles, plutôt du côté de Gett. Donc, ce sont des quartiers où on pense qu'il y a une densité de population et aussi d'adéquation avec les produits qu'on vend, qui sont tout à fait en phase avec ce qu'on prend, c'est-à-dire une consommation plus durable. Donc, ça, c'est dans un premier temps. Ce sont des magasins qui auront une superficie, je veux dire, alors, on peut avoir deux schémas. Je veux dire, soit c'est des grands magasins comme on a ici, Chaussée de Charleroi, où on peut avoir l'entièreté de l'offre et surtout l'entièreté des partenaires. Par exemple, Pellemel qui est ici, directement, c'est 200-300 mètres carrés qu'il leur faut. Donc, ça implique directement des superficies qui sont beaucoup plus grandes. Mais on pourrait imaginer aussi des magasins avec une superficie plus faible, de l'ordre de, je vais dire, 400 mètres carrés, où on aurait l'offre de base, mais peut-être pas l'ensemble des partenaires avec leur offre complète également. Ça, c'est un concept qu'on va travailler maintenant en début d'année avec un partenaire, enfin avec un consultant spécialisé dans le retail, sur tout ce qui est ce concept et l'aménagement au sein du magasin. Par ailleurs, une fois qu'on aura terminé la Belgique, Bruxelles, ça serait de se développer en Belgique, dans les plus grandes villes, mais là, en collaboration avec des acteurs locaux, parce que ce qui est différenciant dans notre concept, c'est justement cette adéquation avec le tissu local
Et pour ça, il faut être du cru, parce que imaginez qu'on va pouvoir avoir un réseau à Bruxelles, à Liège et à Gand, c'est utopique. Donc, il faudra avoir des entrepreneurs locaux avec nous. Super. Ouais, merci pour ces réponses très, très claires. J'invite d'ailleurs les personnes qui sont dans l'audience, si elles sont actives dans d'autres villes que Bruxelles et qu'elles connaissent des réseaux d'entrepreneurs, je pense qu'elles ne doivent pas hésiter à se manifester auprès de Christelle et Quentin d'ailleurs. Comme le disait Isabelle Philippe au tout début, le but ici, c'est de collaborer, de faire avancer tous ces projets ensemble. Merci Christelle et Quentin pour votre ténacité. Je vais vous sortir de l'écran dans un instant et je vous dis une bonne soirée. Oh. Bonne soirée. Merci. Merci, bonsoir à tous. Voilà, ben, il est l'heure maintenant de clôturer. Het is tijd om weer af te ronden en elkaar een goede avond ook te wensen. Hartelijk bedankt voor uw aandacht en zeker uw aanwezigheid. Vanaf morgen zal er een replay beschikbaar zijn. We zullen het zeker sturen. Heel het team is beschikbaar als er vragen zijn, als er opmerkingen zijn, als er feedback zijn. Dus u kan ons ofwel via ons platform bereiken via de chat. Wij antwoorden erop direct op. We antwoorden ook per téléphone of maak zeker een afspraak. Donc, comme je disais, il est l'heure déjà de se souhaiter une bonne soirée. Merci pour votre attention et pour votre présence et vos multiples questions. On espère y avoir répondu. Sinon, l'équipe est disponible pour y répondre, évidemment. On est toujours preneur tant de questions, évidemment, que de remarques, de feedback aussi pour améliorer notre travail. Vous pouvez nous joindre sur la plateforme via le chat directement. C'est nous qui sommes derrière, pas des robots. Sinon, par téléphone, évidemment, vous trouverez le numéro en ligne ou par rendez-vous. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous directement dans l'agenda de Pauline ou moi-même. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et vous dis à bientôt sur l'ITA ou en ligne. Au revoir.